Et yo les rouleurs, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Là je vais m'amuser à un peu tourner tout ça vu qu'on est en vacances, il faut absolument que j'utilise ce temps-là en fait à bonne mission. Et en attendant du coup que le format par mette en place pour enfin avec la sortie du coup de MP02, je pense qu'il est important qu'on revoie un petit peu ensemble les cartes qui ont été rajoutées dans les decks ABC actuellement du coup et qui sont valables en Wonder of Paradox. Du coup je vous propose qu'on fasse un petit tour des nouvelles cartes qui vont être intéressantes ou pas à rentrer dans les différents decks. Donc on garde ce principe de tiers entre guillemets S jusqu'à D. S étant pour moi du coup des excellentes cartes, A des très bonnes cartes, B ça va être des cartes qui vont être moyennes, ça va dépendre du temps, D pour moi c'est du quasi injouable. Et le C, bon bah c'est ce qui pour moi n'ira pas dans le B parce que c'est du moyen moins. Voilà, parce que c'est-à-dire que ça rentre pas dans une stratégie non plus. Bon, déjà les arcanas, on va pas les compter parce que on n'a pas le droit en fait d'avoir un rouleur arcana de 60 de base. Je crois de mémoire du coup dans un deck. Pour les nouveaux rouleurs du coup. Alors Dexia aurait été un excellent tier S, mais on ne peut pas l'avoir en rouleur de départ. Et je vois difficilement comment est-ce qu'on le met en fait sur le terrain si jamais du coup on l'a depuis l'extra deck. Donc il prend sa place en D dû à cette particularité là. Donc là sont nos vieilles cartes, donc on va pas revenir dessus forcément. Le but c'est qu'on voit vraiment que les nouvelles. Ça c'est que de l'ancienne ici. La Decide, je suis quand même content qu'elle revienne ici. J'avoue que je l'avais même pas remarqué là-dessus. Ah. Donc on va avoir le Heinz Living, l'élixir. Ça c'est les cartes aussi, on les a déjà. Extinction, on l'avait déjà. Ça fonctionnait déjà avant. Ça existait déjà. Je cherche la... Alors, hop, celle-ci. Je cherchais forcément. Le Timeless. Hop. Faut que je le mette ici. Et le Twisted. Ainsi que le Void Servant. Bon, plus la Stone. Alors. On va démarrer du coup par l'armure vivante de Solari. Donc cette armure vivante déjà, on n'apprend pas grand chose de plus sur le lore, à part le fait qu'apparemment elle s'appelle Zeln. Qui en allemand j'avoue ne pas savoir à quoi ça correspond. Elle vous dit du coup que vous payez 1 de moins si vous contrôlez Heinz. Donc c'est intéressant, c'est une carte que vous jouez pour 2 coups en résonateur 6-6. Tant que l'adversaire contrôle un du résonateur avec un keyword qui n'est pas un hunter en fait, cette carte va gagner ce keyword dans toutes les zones, comme le quick cast, comme l'éternel. Cet effet est checké après les effets des counters qui sont appliqués. Ok. Comme effet d'hunter de Zen, ou quand cette carte est révélée, du coup on peut révéler un guide résonateur que l'on contrôle avec Solari dans son nom. Et si on le fait en force I2, on draw une carte. Donc c'est très très fort. Pourquoi? Parce que en fait ça permet de révéler du coup un deuxième Gear Solari. Alors attention, le problème c'est que quand on va le faire du coup ça va enfin on va être obligé de le garder révélé. Mais un tour sur deux on va pouvoir en fait faire un peu comme l'effet de Heinz qui disait que, hop, je vous le remets ici pour ceux qui auraient oublié ce rouleur. Hop là. Heinz du coup il vous dit maintenant que au début de votre tour vous cachez toutes les cartes qui ont été révélées par cette carte et on révèle un résonateur du coup qui ne partage pas un nom en fait avec une des cartes qui a déjà été révélée par cette carte ici. Alors ce qui est intéressant c'est que du coup avec Armor Living on a une nouvelle manière de bypass un petit peu le nerf de Heinz en révélant du coup définitivement une créature qui va être Solari. Donc cette carte est ultra intéressante, mais elle n'est intéressante que pour les Heinz.
Donc, je la mets en B. Alors, c'est bien ce que je vous ai dit, hein. B, c'est vraiment les cartes fortes dans une mécanique, d'accord? Là, c'est la mécanique Solari. Si vous ne jouez pas Heinz, si vous ne jouez pas Solari, la carte n'a aucun intérêt. L'élixir temporel. Donc, on paye 1 de moins pour chaque joueur. Donc, c'est-à-dire que normalement, c'est une carte qui va coûter 4. Qui va gagner Theriomorphing. En plus de tous ces autres noms dans votre main. Et tant qu'il n'y a pas de Theriomorphing dans le cimetière. Donc, pour 4, vous piochez 2 cartes et l'ordre est inversé. C'est une carte qui, hors ABC, est délicieusement mauvaise. Enfin, payer 4 pour piocher 2, personne ne veut faire ça. Nous, déjà 2 pour 2, ça commence à faire beaucoup. 4 pour 2, c'est beaucoup trop. Et en plus, reverse le sens, sachant qu'on va rejouer nous en fait. Ça ne change rien. Donc, absolument aucun intérêt. Là, je le vois apparemment dans le Wuxiao. Je suis pas sûr que c'est une carte qui soit extrêmement intéressante dans Wuxiao. Solaris Gaze qui n'est jouable que si vous contrôlez un roller sans attribut. On peut payer 1 plutôt que payer son coût, du coup si vous contrôlez Heinz ou une entité qui a Heinz. Chaque joueur choisit 2 nombres, puis ces 2 nombres sont révélés. On détruit toutes les entités non pierre magique non J-Roller avec 1 ou plus d'attributs et avec un coût total égal au nombre qui a été choisi le plus de fois ou qui a été choisi de façon égale. Donc c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça c'est une destruction massive. C'est une carte qui est vraiment forte, mais elle demande de jouer un color. Donc elle ne peut pas aller au-dessus de B. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant parce que du coup, techniquement, vous avez une destruction massive pour 1 en Remnant. Si jamais elle n'avait pas ce problème entre guillemets de non-attribut rouleur, je la mettrais largement en A. Mais pour moi, cette carte est extrêmement puissante. Ring of Void qui vous dit que quand elle rentre sur le terrain, on regarde le joueur d'après. Chaque joueur nomme un J-Ruler. Chaque J-Ruler qui a été choisi plus d'une fois, ou de façon égale, sera référencé du coup pour les autres capacités. Les non-J-Rulers qui partagent un nom avec le nom du coup de cette carte ici perdront et ne pourront pas gagner toutes les cartes. Ah, ne pourront pas gagner non plus d'Activate et d'Automatic Abilities dans toutes les zones. En vrai, c'est une carte qui est ultra intéressante parce que elle va dire du coup, on va empêcher l'adversaire d'avoir des effets en fait, tout simplement. Alors, je la mets pas en D. Pourquoi? Parce que l'effet est broken. Disons-le clairement. Sur beaucoup de rouleurs, comme on verra par la suite, ça fait beaucoup de dégâts, une carte comme ça. Mais le souci qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle coûte 4 mana. Pour 4 mana, on a d'autres choses à faire. Elle n'a pas quick cast. Alors, en fait, elle a une mastery, mais on ne pourra jamais faire la mastery. Donc, c'est pour ça qu'elle ne pourra pas quitter le rang C. Pour ma part, en tout cas. Là, du coup, on arrive sur des cartes qui sont intéressantes parce que c'est du support pour un rouleur en particulier, certes, mais il y a moyen d'en faire des choses. Donc, on est sur une Regalia qui dit que voilà. En gros, c'est une carte qui dit qu'on paye 2 de plus pour jouer. Si jamais on y a plus, enfin il y a moins que 3 joueurs dans cette partie, ou que l'on ne contrôle pas Ragnarok. Et pour 1, en fait, vous pouvez copier une Activate ou une Automatic Abilities. Le Time Vessel est une excellente carte, comme le Solari Gaze, voire même Broken, sur les en passant, mais demande de jouer Ragnarok. Parce que pour 4 mana, je ne vais pas jouer une Regalia qui fait ça, sachant que j'ai des Loric qui me coûtent que 1 mana et que je peux les tutoriser avec d'autres cartes. Donc, Time Vessel ira en rang B, et pas plus haut. Ragnarok du coup a reçu cette carte là et également le Void Servant en plus en addition. Qui pareil, on le paye 4 si jamais du coup il y a moins de 3 joueurs ou que l'on contrôle pas du coup Ragnarok. Cette carte va vous permettre d'aller chercher dans votre deck une carte non attribut, de la révéler, de la mettre dans votre main. Et si c'est si votre rouleur est Ragnarok, vous la cherchez, vous la mettez dans votre main. Ah, vous cherchez une carte tout simplement.
c'est pas instead, donc vous allez chercher 2 cartes pour 2 mana, c'est vraiment fort. Sur Ragnarok, c'est vraiment intéressant d'avoir des cartes comme ça, mais du coup elle ira ici en rang B. Bon, voilà, la stone. Je dois la classer, elle est nouvelle, mais c'est une stone basique. Est-ce que je peux vraiment la mettre en D? Techniquement, je devrais la mettre en S vu que c'est une monostone. Mais bon, elle restera ici. Du coup, ça c'était pour l'incolore. Alors là, vous allez voir, il y a pas mal de fois où à partir de maintenant, on va parfois passer sur les cartes un peu plus rapidement. Parce que là, par exemple, on fait noir-vert, mais le noir, on le verra dans d'autres choses. On va surtout faire attention aux rouleurs. Parce que les rouleurs, l'air de rien, sont quand même très puissants. Et il ne faudrait pas les oublier. Donc on va déjà démarrer avec ces 3 cartes-là. Donc Garmeld, il vous empêche d'avoir des résonateurs non zombies dans votre deck. À la fin de votre tour, vous pouvez mettre une carte Demonic Dead ou Niflheim, donc Demonic Dead qui en temps normal peut revenir, et Demonic Dead qui est intéressante parce que techniquement du coup c'est une carte qui vous allez la bannir, vous allez mettre les 5 cartes, vous allez la rebannir et ainsi de suite. En fait votre but va être de boucler sur Niflheim. Donc c'est vraiment cool comme effet. Et à la fin du tour de l'adversaire, vous mettez les 2 cartes du dessus de votre deck dans le cimetière. Pour 1 mana, vous pouvez jouer un résonateur depuis votre cimetière sans payer son coût, et vous perdrez des points de vie. Ou X, c'est son cost plus 3. Donc si vous jouez un cost 1, du coup vous payez 400 points de vie. Ça me semble pas si dégueulasse que ça, parce que du coup par exemple Demonic Dead vous demande de payer 500 pour un drop 2. Donc là vous... Ouais en fait c'est le même effet, hein, littéralement c'est un Demonic Dead. Il faut avoir du coup 4 cartes avec les capacités Evil Dead dans les Public Zone. Ça tombe bien, c'est devenu un Evil Dead. Et vous gagnez un Bane éternel impérissable qui dit que les résonateurs du coup vont rentrer épuisés pour l'adversaire. Vu que vous êtes obligé de jouer des squelettes et des zombies. Sauf si vous faites ça par des tokens, mais bon. On peut faire 2 Evil Dead en plus, donc 3 par tour. On gagne une stun, on garde sa capacité Evil Dead. Et on peut recover tous les résonateurs qui ont Evil Dead dans leur nom. S'ils sont recover, ils gagnent 600 d'attaque. En vrai, s'ils n'avaient pas mis cette ligne là, ça aurait peut-être été l'un des rouleurs les plus broken. Je vais le mettre en B. Je vais le mettre en B pourquoi? Parce que je le trouve vraiment très intéressant. Il a une mécanique en fait à lui et il y a moyen de faire un vrai deck puissant. Il sera pas en A parce que A c'est vraiment des très bonnes cartes et il n'a pas le mérite de passer en très bonne carte. Le cimetière, elle vous dit que lorsque cette carte est dans un cimetière depuis votre deck, si on contrôle un G-Ruler Squelette, on peut mettre sur le terrain. Dès qu'une main phase va démarrer pour chaque joueur, le joueur du tour va mettre la carte au-dessus de son deck dans son cimetière, puis choisir un autre joueur. Si il y a plus de résonateurs dans le cimetière du joueur actif que dans le cimetière du joueur choisi, le joueur actif récupère un résonateur de son cimetière qu'il met au-dessus de son deck. Et si jamais le joueur du tour contrôle un squelette G-Ruler, il met ce résonateur sur le terrain à la place. C'est une carte qui est extrêmement très intéressante également. Et en fait, je suis obligé de le mettre ici parce que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que c'est pas une carte voilà, qui va être... En fait, là c'est des cartes qui sont bonnes mais légères. Là, c'est une carte qui est vraiment forte sur le papier. Parce que même si jamais vous faites pas son premier effet, bah, vous pouvez très bien le poser pour 2 mana et vous allez récupérer des créatures que vous allez slammer en fait sur le board. Donc c'est trop fort. Enfin, mais il faut avoir un squelette. Ceci du coup vous le payez 1 de moins pour chaque joueur dans cette game. Donc on la paiera 1. On choisit 2 joueurs. Chaque joueur choisit du coup une carte aléatoire. Chaque joueur qui est discardé va chercher dans son deck une carte, shuffle le reste et met cette carte au-dessus de son deck. Et après du coup on peut choisir. Alors en vrai, c'est pas mal. En fait c'est dommage que on
doit choisir 2 joueurs parce que du coup on va devoir choisir nous-mêmes. J'aimerais pas la monter en A quand même. C'est un discard pour 1. Avec un search, si c'est quand même fort. Non, franchement, c'est quand même fort parce que le fait de pouvoir top decker ce qu'on veut. Alors le problème c'est que ça va permettre à l'adversaire d'aller top decker aussi, c'est ce dont il a besoin. Mais il y a des petites combos sympas où vous jouez par exemple la Black Witch et tout, et je pense que c'est des cartes intéressantes. Donc en vrai, je la mettrai en A parce que la carte est vraiment puissante sur le papier. Dupt, alors Dupt, c'est un A. Alors je pourrais le mettre en S parce que on est sur l'une des cartes qui techniquement est increvable. Enfin, faut le retirer de la partie pour le faire. Il vous permet de draw à chaque fin de tour, même si vous perdez des points de vie. Mais si l'adversaire commence à avoir des grosses créatures, vous pouvez très bien le poser et renvoyer à l'adversaire toute la sauce des dégâts qu'il va vous envoyer. Donc, tier A pour moi, c'est pour cette carte-là. Ça, c'est sur des cartes qu'on avait déjà. Alors, Gon, c'était une nouvelle carte. Jumping Stomping, je crois que c'est pareil. En fait, tout ça, il y a ce gros dino du coup. C'est sur des nouvelles cartes pour le coup. Ouais. Donc, on va traiter ces 3 cartes vertes déjà. Donc, pour Gon. Alors, on arrive sur la base de Killua où, du coup, si on n'a pas 2 pierres magiques avec un type de pierre magique, on va payer 2 de plus. Ok. C'est une 4-4 pour 2, mais qui peut devenir une 2000-2000 percée éternelle si on contrôle 5 pierres magiques avec un type et de noms différents. Ok. Et en entrée, on révèle la carte du dessus de notre deck pierre magique. Si il a un type de pierre magique, on le met sur le terrain épuisé et on va sur notre deck pierre magique une carte qu'on met au top de celui-ci. Pour moi, c'est fort. Alors, pourquoi c'est fort? Parce que c'est un enter. Du coup, Lumia en profite. C'est un ramp, techniquement. Pour, techniquement, juste 2 mana si on gère bien ce qu'on fait. Dans tous les cas, ramener une créature pour 2 qui va ramp une stone et permet d'avoir la stone que l'on souhaite au prochain tour, c'est vraiment intéressant. Après, le problème, c'est que voilà. Est-ce que j'abuse pas un peu en le mettant en A? Parce que c'est qu'une 4-4 mythique et ça coûte 2 mana. C'est peut-être un peu beaucoup quand même. Je vais pas le mettre en C. Je le mettrai en B du coup. Parce que ce serait quand même jouable techniquement comme carte. Mais elle va pas révolutionner le méta. Jumping et Stomping qui ne gagnera pas Remnant du coup. Où chaque joueur va choisir un joueur. Et on révèle. On remove de la game X addition. Ok. Ok. Donc Jumping Stomping dans une méta addition. Tier S. Dans une méta normale, tier A. Parce que on est sur je paye 1, je retire 2 additions face down. Donc ça va, faut comboter avec d'autres rouleurs qui existent déjà. Alors ça par contre du coup c'est ça, on commence à arriver sur les cartes, voilà, donc on joue à 4 mana. On peut pas se choisir nous-mêmes. Chaque joueur gagne 400 pour chaque pierre magique qu'il gagne et pioche 2. Donc là on est sur une carte qui va rejoindre l'élixir du temps. En fait clairement ce sont les mêmes choses. Hein. Mais payer 4 mana pour piocher 2, non, ce sera jamais bon. Non, cette carte existait déjà avant, donc ça c'est bon. Alors la sentinelle par contre c'était nouveau. Ça c'est des vieilles cartes, hein. C'est vrai que c'était rigolo quand même de les voir arriver. Celui-là de mémoire c'était nouveau. Predator c'est nouveau. Alors, point sentinelle. Honnêtement, ça c'est trop fort.
En fait, là, on arrive sur quelque chose où, euh, contrairement au. Comment est-ce qu'il s'appelle? À celui de tout à l'heure, avec notre petit Gon, là, en fait, on prend une stun de base, c'est obligatoire pour deux. Et en fait, l'adversaire, soit il vous donne deux stuns, soit il va arriver du coup avec des compteurs. Donc c'est-à-dire qu'il va arriver avec. En fait, ça va être une 600-600. Et le truc, c'est que on peut retirer des compteurs pour les mettre sur quelque chose d'autre. Techniquement. Enfin, il y a des combos à faire sur cette carte-là. Mais pareil, puisque c'est un drop 2, qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, du coup, vous êtes que 2. Donc vous pourrez faire que 1 et 1. Là où, par exemple, quand on joue à 3, on fait 1, 1, 1 Germinate, et du coup, c'est intéressant parce que là, on a 6 compteurs. Je vais mettre en B avec Gon, pour le coup. Ce serait dommage de donner un traitement de faveur à Gon, pour le coup. Pour le Swordman, donc on va choisir. Et là, c'est intéressant. Parce que quand un des joueurs va devoir bannir, l'autre joueur va devoir bannir également, du coup, une entité qui partage un type avec l'entité bannie. Et, bah en fait, on peut faire ça sur nos entités à nous. Du coup, ça par contre, c'est fort. Genre, on peut vraiment dire à l'adversaire, bah écoutez, enfin écoute, là je vais pas, enfin je vais bannir du coup un réseau, tu vas bannir un réseau. Et on peut se protéger des autres bannissements en fait, c'est surtout ça qui est intéressant. Donc si par exemple l'adversaire dit que, enfin, que tu dois bannir tout ton board, en réponse tu peux faire son effet. Et c'est vraiment trop cool. Ah et puis le Wildest Predator, pareil, consensus, techniquement du coup il y aura 1 et 1. Voire même 1 et 1. Enfin non, 1 et 1 du coup on va faire les deux. C'est-à-dire que vous aurez une 800-800 percée éternelle pour 2. Et vous pourrez péter quelque chose. Alors, par contre, elle a un Godart. Elle a un Godart et pour moi le Godart la met en S. Pourquoi? Parce que c'est vraiment fort de pouvoir enlever les... En vrai, elle, j'abuse un peu. Peut-être juste A. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de pouvoir enlever les capacités de tout ce qui va être avant, du coup, avant cette carte, ça va désactiver absolument tout un board. C'est vraiment fort pour un mana. Enfin, ça fait 3 au total, mais bon. On s'est compris. Alors, Harlequin, c'est un S. Voilà. Je veux pas en entendre parler. Harlequin, c'est l'une des cartes consensus qui est l'une des meilleures. Pourquoi? Parce que soit vous faites discard 4 cartes à l'adversaire s'il veut garder son board, soit bah, il va retourner une carte, enfin une entité dans sa main, ou deux s'il choisit de choisir deux, et il va discard. En fait, la discard est trop violente. Et en plus, derrière, bah, vous pouvez très bien lui voler en fait une carte en le dégageant en fait pour un mana. Si vous avez du mana derrière pour pouvoir jouer la carte. Donc cette carte est trop forte. Enfin, de mon point de vue en tout cas, c'est tier S. On va arriver du coup du bleu du coup avec Desponia, donc le support sirène. Il y en a pas beaucoup. Il y a que Desponia. Alors Guenièvre, je la veux pas sentir S hein, d'ailleurs. Elle a été changée et vraiment le changement est broken. Enfin c'est quand même un mini masque. Alors, elle coûte 5 mana. Mais, et c'est là où en fait c'est fort, c'est que si vous jouez le bon rouleur, elle coûte que 2. Donc on peut lui mettre jusqu'à 5 non-magic stone des cimetières ou des zones retirées en dessous de cette carte face-up. On peut retourner ensuite une carte stackée en dessous dans la main de son adversaire, soit de son propriétaire, pardon. Donc la nôtre, c'est de l'adversaire. Et en effet d'entrée, du coup, on va expel tous les sorts qu'on contrôle. Et pour 1, en expélant cette carte, on ne pourra pas être target par des spells des capacités jusqu'à la fin du tour. Ça aurait été un tier S si jamais il n'y avait pas ce 5 mana. Ce sera un tier B parce qu'avec le bon rouleur, c'est une carte qui brille de fou. Mais là, c'est trop. Enfin, je peux pas défendre un 5 mana pour le coup.
Ça on connaît. Alors Mermaid, hop là. Ça c'était une nouvelle carte. Nanobots, c'est une nouvelle aussi. Ça c'en est aussi. Ça aussi. Alors si jamais j'en ai oublié, parce que du coup je me suis peut-être fait avoir aussi sur des vieilles cartes. Faut pas hésiter à me le dire. Donc, la Mermaid. On réduit la main de 1 pour tous les joueurs. Ok. Au début de la phase de chaque joueur, le joueur du tour choisit un autre joueur. Si le joueur du tour a moins de cartes que lui, alors on pioche. Si le joueur du tour contrôle un wizard, alors on fait force I2 et on doit une carte à la place. En vrai, j'aime bien l'idée. Mais ça demande de jouer sur un deck full discard. Je le mettrai en B. Et là, Nanobots qui vous disent que vous pouvez la jouer de l'extérieur du coup si elle est révélée. Donc ça se combo bien avec Typhon. Chaque joueur choisit un joueur. Ok. En fait, vous égalisez vos points de vie avec l'adversaire. Ça, c'est quand même pas fou comme carte. Hein. C'est vraiment, je suis dans la merde, je vais jouer 3 mana, je vais égaliser à 2000. J'aime pas du tout. Rejection of the Sea qui va coûter 3 mana. Chaque joueur, du coup, va shuffle No Magic Stun, No Magic Obstacle Control et qui lui appartient. Ouais, donc c'est pareil en fait. Là, du coup, pour 3. Alors, en fait, vous renvoyez des entités. Et si vous avez un Water Wizard G-Ruler, chaque joueur du coup que vous avez choisi, qui a shuffle une carte, va révéler le top card et tout. Mais là, par contre, le problème c'est que vous la mettez directement sur le board. Enfin, techniquement, vous pouvez jouer ça durant votre tour, ça permet que l'adversaire ne joue pas. Mais c'est quand même chaud comme carte. Hein. Enfin, vous pouvez révéler des vrais salopés. Hein. Donc je vais la mettre en C. Juste parce que, à cause du fait qu'on peut sortir des vrais trucs de dingue. Et que, en vrai, pour 3 mana, retourner une carte en main, c'est pas ouf. Les servants de Sumiyoshi, du coup, on choisira 2 joueurs. Quand un des joueurs pioche une carte, enfin pioche des cartes, l'autre pioche autant de cartes. Et jusqu'à la fin du tour, les joueurs choisis ne pourront pas piocher un autre moment que dans la draw phase. Et cette carte-là, par contre, tire A voire S. Pourquoi? Parce que dans une méta où on va avoir Flûte qui va se balader, avoir ce genre de carte, c'est toujours intéressant. Pour se contrer du coup de ces cartes-là qui vont faire que piocher. Ah ouais, alors Sukesada. En gros, c'est un drop 3. Qui dès que vous faites des dégâts, on révèle la carte dessus et tous les joueurs vont perdre des points de vie où les points de vie sont les coups combinés. Enfin, tous les autres joueurs, pardon, vont perdre des points de vie au coup combiné des cartes. Et je dirais B juste parce que il coûte 3 mana. C'est juste pour ça. Parce que 50 cartes, en fait, il faut avoir exactement 50 cartes. C'est un peu chiant, c'est vraiment relou. Mais après, c'est une bonne carte, hein. Faut pas me dire ce que j'ai pas dit non plus. Contrairement à cette carte-là. En gros, pour 2, soit vous avez une discard, soit vous avez un banish. Et vous avez des points de vie du coup en plus qui sont enlevés. Et on peut expel les graveyards. Ah, je suis désolé, mais pour moi ça c'est une carte de rang C. Hein. En fait, c'est intéressant d'avoir un Drain Bane 4-6
qui va permettre du coup de bannir soit des réseaux, soit des cartes en moins. Mais est-ce que ça vaut le coup? Sachant que on a une carte qui fait déjà ça, genre Soul Hunt, qui est bien meilleur en fait au niveau du casse vu que c'est un champ et tout. En vrai, ça, il y a moyen, je pense qu'on puisse le remonter. Ça dépendra de comment est-ce que vous le voyez. Vous pouvez me dire, ouais, c'est un peu comme Harlequin. Non, Harlequin, c'est vraiment différent. C'est quand même soit discard 4, soit discard 2 et perdre une carte. Enfin, c'est pas aussi impactant quand même. Et surtout, il a un vrai effet derrière qui est intéressant. Là, l'effet de toucher au cimetière, ouais, vous avez gagné des points de vie. Ça aurait été loose points de vie, je l'aurais fait monter. Mais là, non. C'est pas suffisant pour moi, je trouve, pour une carte qu'on va jouer en Wanderer. Parce que là, notre but, c'est de les voir aussi en Wanderer, c'est de les pousser au max. Donc là, on va venir en faire bleu. Alors, on aura le Blooming, on aura Cyclone, avec sa carte fétiche. Le Super Bloom. Et Accorn. Alors, pour Blooming Justice, on va être sur un 3 mana. Donc, soit vous mettez un token addition qui permet de changer la target d'un spell ou d'une capacité. C'est fort. Soit vous mettez du coup. Enfin, soit vous piochez 2 et vous exprimez une carte de votre main. Et si on a expel, les Gyratators ne peuvent pas attaquer jusqu'à la prochain tour. Ouais, donc ça stoppe en fait l'adversaire pour de potentielles attaques. Donc vous pouvez pas mourir à l'attaque. Il a barrière 2. En fait, moi je trouve ça trop fort les fleurs. Genre vraiment, je le mettrais en 1. Il coûte 3 mana donc c'est cher, hein, mais il est intouchable. Et ce serait vraiment intéressant d'arriver à placer cette petite fleur qui permettrait de bouger des contre-sorts. Parce qu'en fait, en plus, la fleur c'est pas un banish, c'est que tu l'engages juste. Alors, ça du coup, c'est rigolo. Parce que soit vous payez 1 en bleu, soit vous payez 3 si votre nombre de cartes dans votre cimetière est égal ou plus grand que le nombre de cartes du coup dans l'autre cimetière. Mais dans tous les cas, je le trouve intéressant parce que on peut lui donner intouchable vol éternel en fait sur son enter, tout simplement. Juste en payant 1 et discardant une carte, mais qu'on draw juste derrière. Et c'est un contre. Donc c'est un tier S. Parce qu'avoir un contre en bleu c'est quand même fort. Après à vous de gérer votre cimetière aussi, hein, au bout de la mort. Alors. Ouais, ça oui, c'est une carte qui est intéressante. Parce que, en gros, vous allez renvoyer la main de l'adversaire, tout discard, piocher 7. Et vous allez, en fait, c'est une carte qui vaut 0. Parce que, en fait, on va choisir les joueurs. Il y a un petit peu. Je vais mettre en A, parce qu'il y a moyen de se faire avoir. Mais si l'adversaire vous choisit vous et vous choisissez l'adversaire, bah, les deux vont retourner tout dans leur main. Enfin, en tout cas, l'adversaire va retourner tout dans sa main et piocher cette carte. Parce qu'il va discard tout et repiocher. Et si jamais il vous choisit vous et vous choisissez vous, bah, en tous les cas, en fait, c'est une carte qui est gratuite. Donc, ça reste cool à jouer. Moi, j'aime bien l'idée. En fait, là par contre, ce sera vraiment du brain pour cette carte. Hein. Pour le coup, je la mets en A. Mais... Enfin, si, elle est quand même forte. Faut pas déconner. Là, pour 6 mana, enfin, pardon, pour 4 mana, vous prenez le contrôle de 2 entités.
qui ont été choisis, c'est quand même très faible comme spell. Donc j'ai pas de honte à le mettre ici. Et pour Acorn, du coup, donc vous avez une barrière au champ mythique. On peut pas bouger les cartes face down, tu dois retirer de faire une autre zone. Au début de la main phase de chaque joueur, le joueur du tour choisit un autre joueur. S'il a moins de résonateur que le joueur choisi, le joueur du tour révèle des cartes jusqu'à temps qu'il révèle un réseau et le met dans sa main. Et si on contrôle un spirit, on met sur le terrain à la place. On arrive sur le même genre de carte, de toute façon, que celle qu'on a mis tout à l'heure aussi dans le même style, avec le cimetière. En fait, c'est littéralement, de toute façon, les cartes se ressemblent beaucoup vu que ce sont les additions qui coûtent 2. La tier list va être malheureusement assez identique au niveau des types de cartes, on va dire. Hop, ça du coup c'était nouveau champ, enfin nouvelle créature en plus. Les bruits world ça on connaît déjà. Là on avait le gros arbre. Ça j'aime bien celle-ci. Alors on avait Grey Step. Alors Grey Step, comme d'habitude, comme tous les effets là, qui se ressemblent un peu. Donc vous choisissez 2 joueurs. Et quand un des joueurs produit n'importe quel montant de volonté par une Magic Stone non Willcoin, l'autre joueur du coup va produire un vert. Donc si l'adversaire produit par exemple, je sais pas, genre littéralement un bleu par comment ça s'appelle, par la carte qu'on a vue tout à l'heure, par exemple la tornade, où en fait tu rembourses parce qu'on reproduit du coup du mana. Et là ça va produire un vert et les 2 joueurs ne pourront plus produire du coup de volonté avec des sources qui ne sont plus des pierres magiques ou des Willcoin jusqu'à la fin du tour. Et pour un vert qu'on va produire, donc en fait littéralement en utilisant Grey Step, vous direz que les résonateurs que les adversaires contrôlent ne pourront pas attaquer cette carte jusqu'au début de votre prochain tour. Donc en fait c'est une carte qui est vraiment intéressante pour contrer des decks qui voudraient jouer sur de la production de mana par des sources X ou Y. Tant qu'en fait c'est pas des sources normales, donc des sources avec des stuns, on s'entend, Grey Step sera là en fait pour leur dire non. Donc j'aime beaucoup l'idée de cette carte et je la mets en A juste pour gérer ce genre de stratégie. Cette fois-ci donc du coup on choisira 2 joueurs. Ils iront chercher une pierre magique basique et ils la mettront sur le terrain épuisé. Donc pour 2 mana. Et on peut recover 2 Magic Stone basiques si jamais on a un esprit. En vrai, je la mets en B. Je la mets en B parce que du coup on a un tuto sur une carte magique basique. Si l'adversaire ne joue pas de basique Magic Stone, c'est un tuto juste où on prend plus 1, c'est du ramp. Pourquoi je la mets en B? Parce qu'en fait pour 2 on a des solutions de ramp qui sont plus efficaces et un peu moins sélectives. Mais si vous jouez avec un Wind Spirit, c'est tier S. Parce que c'est un sort gratuit, encore une fois. Alors Quercus, qui coûte 10 mana. Donc, là c'est le problème. Même dans tous les cas, en fait, il coûterait 5. Et là par contre on arrive sur une carte qui est injouable. Enfin, ça coûte bien trop cher. Vous allez l'effet des entités, mais il faut absolument avoir le Wind Spirit. Même si jamais vous l'avez, vous faites qu'un ramp de 1 en payant 5. À la fin du tour, vous mettez un vieux token de 2. C'est pas suffisant en fait. Enfin, Wanderer, c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Donc pour moi, c'est un tier D pour cette carte-là. Même si je l'aime beaucoup. Et Temporal Vortex, qui est l'une des cartes que je kiffais le plus, malheureusement, vu qu'il faut la payer 4, ce sera pas fou. Mais en fait, pour 4, vous prenez soit un tour en plus, soit vous cherchez dans votre deck un résonateur. Du coup, comment ça s'appelle, qui coûte X ou moins, où X est le nombre de joueurs qui ont choisi cette option, ou moins 1.
Donc c'est très nul en fait parce que si l'adversaire choisit passe, il faut que je choisisse aussi passe pour aller chercher un réalisateur qui coûte 1. Et s'il y a égalité, et ben on expelle la carte. Enfin, et il y aura tout le temps égalité en fait. Parce que l'adversaire choisira jamais futur. Donc littéralement vous avez payé 4 pour être tutorisé à un drop 1. Donc Temporal Vortex, c'est un non. Voilà, parce que ce sera injouable. On va voir ce rouleur là, du coup, on va voir Ifrit. Alors j'ai vu que Ruler School avait fait un deck là-dessus, faudra que j'y jette un coup d'œil sur Ifrit. Sur le deck qu'il avait voulu faire. Et c'est la seule carte dans cette page. Donc Ifrit qui dit que vos résultats daimyo ont éternel tant qu'ils attaquent. Et si on fait des dégâts à un joueur, on peut recover. Donc c'est intéressant si on joue des daimyo. Si jamais du coup on a un daimyo dans la main, on peut le jouer pour un rouge sans payer son coût. Et ça gagne Bloodlust. Et à la fin du tour, du coup, on retourne cette carte dans la main du propriétaire. Donc c'est ultra intéressant. Et si on le juge, on gagne Belligérance Multistrike impérissable. Toujours éternel et en plus on gagne barrière à 1 ou moins. Et quand un daimyo dit des dégâts, on en met autant. Enfin, pardon, quand un daimyo fait des dégâts à un chi résonateur, cette fois-ci on en fait autant à son propriétaire. Et il garde cet effet de pouvoir poser un daimyo. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci on peut jouer durant la battle phase cet effet-là. Donc en vrai, c'est un très solide rouleur, je trouve. Pour moi, je le mets en A. Je le mets en A, pourquoi? Parce que là où l'autre qui a fini, je sais plus où, voilà, là où Garmeld est fort, parce que il a un effet vraiment broken, mais le problème c'est qu'il vous lock un petit peu en type de résonateur. C'est-à-dire que vraiment vous ne pouvez pas en avoir d'autres types. Là lui il booste un certain type. Mais vous pouvez jouer d'autres cartes. Enfin, si vous avez d'autres résonateurs, ça fonctionne aussi quand même. Et en vrai, l'effet est quand même très puissant. En termes d'agressivité, on peut faire difficilement mieux. Et du coup, dans les daimyo, forcément, on va en avoir beaucoup qui vont arriver ici, forcément. Parce que c'était quelque chose qui était un peu nouveau. Donc ça, c'était un nouveau sort qu'on avait eu. Le Jack à lanterne. Murasama qui est ici. Enfin, pardon, Muramasa. Poisonus que vous avez déjà vu. La nouvelle édition. Ips, et je reviens parce que du coup. Voilà, c'est ça que j'ai besoin. Parce que forcément, si je change de plage alors que je les ai pas faites, ça va pas le faire. Du coup, on arrive sur une carte qui dit que si une source devrait mettre des dégâts à vous ou à un utilisateur que vous contrôlez, ça va mettre la place jusqu'au début du prochain tour. Donc, c'est quand même une carte qui est forte. Hein. Parce que là, littéralement, pour 2, vous allez dire à l'adversaire, bah écoute, tu vas prendre cher. Sur des battle damage, tu vas prendre très cher quoi. Donc c'est quand même une carte que j'aime beaucoup pour les decks agressifs, je pense que c'est un solitaire A. Et en plus, techniquement vous mettez 600 en plus, techniquement si vous arrivez à choper le deuxième effet, mais bon, il faut le fire. Le Jack aux lanternes, toujours un consensus, toujours intéressant. Ou soit vous mettez 100 dégâts à X G-Résolateur, sachant qu'il a Bane, bah du coup ça détruit les G-Réseaux. Ou c'est multiplié par 2, donc minimum c'est 2 créatures ou 4. Et sinon, les joueurs, chaque joueur perdra Y points de vie et vous gagneriez Y points de vie. Ou X, enfin ou Y, ce sera du coup le nombre de gens qui l'ont choisi par 2. Et pour un mana en payant 1000 points, on la bannit. Cette carte gagne à la fin du prochain tour, on la remet sur le terrain.
et on pourra plus gagner de points de vie jusqu'à la fin du tour. En vrai, là où Gon et Sentinelle je l'ai mis en B, lui je le mettrai en C. Alors je le mets en C pourquoi? Parce que on a une gestion. En cas de créature, c'est très bien pour 2 mana. Bon, je pense qu'il y a d'autres manières de le faire. Mais on a une gestion. Ça passe pas les barrières, c'est le vrai problème. Et au pire du pire, en fait, chaque joueur va perdre des points de vie, vous allez en gagner autant. Donc en gros, votre vie ne bouge pas. Et l'adversaire, au pire du pire, il perd 2 x 2, 4. Il perd 400 points de vie pour 2 mana. C'est trop peu. Honnêtement, l'effet est très peu intéressant, je trouve, de mon point de vue. Muramasa, qui du coup est un daimyo, forcément, coûte beaucoup trop de mana, il coûte 8. Et il dit que du coup, donc, il a percé barrière à tout ce qui est pas réseau. Il gagne Belligérance, Bloodlust et Multistrike. Enfin, il donne, pardon, Belligérance, Bloodlust et Multistrike à toutes vos créatures. Et en effet d'entrée, vous pouvez chercher dans votre deck un daimyo, le révéler, le mettre dans votre main. Et quand il fait des dégâts... Non, quand des dégâts de bataille sont faits à un daimyo utilisateur que vous contrôlez, on en fait autant à un joueur target. Et en fait, genre là, Muramasa, c'est vraiment... forcément, c'est la quintessence de ce deck daimyo, mais il n'est fort qu'avec daimyo, donc en rang B. En fait, voilà, là où Ifrit, je veux le mettre en A, c'est juste parce que si vous rentrez les daimyo, c'est meilleur. Et c'est vraiment fort. Après, est-ce que c'est pas le but non plus de... Peut-être qu'en vrai, il devrait descendre. Allez, je peux pas me laisser avoir. Techniquement, il devrait être là. Parce qu'il faut jouer des daimyo quand même. Mais dans mon cœur, il est en rang A. Parce que je l'adore trop, en fait, cette carte. Et enfin, on a la possession. Qui disent qu'on peut pas gagner de points de vie. On peut pas prévenir les dégâts. Au début de chaque main phase, du coup, on va mettre 400 dégâts à un joueur choisi. Et les autres joueurs vont prendre 200. Et les daimyo, du coup, ne pourront pas être retournés dans leur main. C'est une carte qui est beaucoup trop intéressante, en fait, pour ce deck-là, tout simplement. Mais uniquement pour ce deck-là. Après, ça fait quand même de la gratte, hein, 400 par tour, enfin 600 au total, du coup. Sur une rotation, c'est vraiment intéressant. Là, du coup, vous avez Shimazu, qui est utilisable forcément avec ses effets de daimyo. C'est là qu'on avait déjà vu. Soul Hunt, du coup, que je vous ai parlé juste avant. Ce sont des cartes qui existaient bien avant. On a un nouveau daimyo qui est ici. Qui est du coup le guerrier de l'armée, de la Golden Army. 8-4, rapidité, première frappe, pour 2. On choisira 2 joueurs. Quand cette carte fait des dégâts à un des joueurs choisis, elle en fait autant à l'autre joueur. Donc ça, c'est un peu relou. Parce que du coup, non, ouais, c'est ça. En fait, on va prendre cher, en fait, littéralement l'un et l'autre. Mais c'est intéressant de le jouer, par exemple, après vos phases d'attaque. Pourquoi? Parce que vous attaquez, vous le posez. L'adversaire, du coup, s'il décide de vous retaper derrière, eh bien, du coup, il a le problème de se dire « Ah, bah mince, je suis obligé de reprendre des dégâts. » Et puisqu'il donne Bloodlust, et ben vous pouvez forcer l'adversaire à taper, en fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, ça, par contre, tier A. Avec la Flaming Persal, parce que c'est vraiment fort. En fait, même sans jouer daimyo, en fait, c'est vraiment broken. Il faut juste penser à avoir mis les dégâts à l'adversaire avant. Parce que sinon ça va être compliqué. Là on arrive sur le rouge-vert. Au rouge-vert on avait cette carte-ci, qui était nouvelle, la Divine Beast, qui soit va gagner plus 3 précision multistrike percée jusqu'à la fin de la partie, ou alors va mettre des tokens avec multistrike. Et en fait, ce qui moi me l'a fait rentrer très tôt, c'est cet effet-là. En fait, le Peaceful, on s'en fiche un peu, mais le Banish Discard,
pour un mana et du coup on recover tous les tokens. Ça pour moi c'est tier A à cause de ça. C'est trop fort de pouvoir tout rattaquer avec une foule de tokens. Après vous allez dire oui mais ça dépend de si je joue le token ou pas. C'est vrai. Mais du coup, en vrai pour 2 sinon vous avez une 600-600. Multi-strike, percée, précision. En vrai il y a des choses à faire avec. Je la descendrai pas en B, B c'est quand même beaucoup. En fait vraiment cette capacité est trop forte pour la mettre en B. Donc ça c'est des cartes qu'on a déjà vues, donc vous voyez c'est ça le problème. Au bout d'un moment on finit par retrouver sur des cartes qu'on a déjà croisées, on en a quelques nouvelles mais pas beaucoup. Et c'est vrai que je voulais voir un petit peu que les nouvelles cartes, et on aura un peu tout. Hein. Alors hop, ça pour moi c'est un tier S. Pourquoi tier S? Parce que on est sur du coup, alors, et les wizards vont coûter que leur cost print en couleur. Et on donne quick cast. Mais surtout, ça a un effet de masque. Parce que pour payer un sort non résonateur, soit vous expellez une carte, soit vous payez un. Et ça, je kiffe trop. Surtout qu'une fois qu'elle a touché le terrain, à la fin de votre tour, vous épuisez tous les résonateurs qui ne sont pas wizards. Et ils pourront pas se recover en fait ces résonateurs là. Et ensuite tous les sorts qui ne sont pas des sorts résonateurs water wizard, il faudra payer un. Donc vraiment là on est sur le genre de rouleur qui est un rouleur floodgate. Attention, il faudra par contre le gérer forcément. Hein, enfin, vous allez jouer les wizards forcément, mais il était prévu pour être joué avec des wizards. On peut jouer sans wizard. Est-ce que je le mets vraiment en S? Non, je le mets en A. Je le mets en A. Parce que c'est vrai que plus j'y pense et plus je me dis que sans les wizards, c'est quand même un peu dommage de ne pas utiliser toutes ces armes. Donc, Desponia, du coup, forcément, est une wizard. Et donc, pour 2 mana, oui, c'est vraiment fort. Alors, Electra, c'est rigolo. Parce qu'en fait, quand on est à plusieurs, on voit sa puissance. Mais plus on est. Enfin, moins on est nombreux, donc là on sera 2. Et plus cette carte est faible. Parce que du coup, elle peut attaquer plein de fois, mais si c'est une 2-7, même si elle attaque 4 fois, c'est pas fou en plus. Hein. Ça fait 1002 dégâts au total. Et en plus, pour 2000 de dégâts. Enfin, vous mettez vos points de vie à 2000. Waouh! Non. Elle mériterait presque son. Elle va le prendre. Elle va prendre son rendez. Je la vois vraiment pas jouer. Enfin, pour le coup, là, c'est trop compliqué d'avoir un truc là-dessus. Lightning Storm, du coup, qui permet pour 4 mana d'expel un G-Ruler. Chaque joueur qui contrôle un G-Ruler qu'il choisit. Alors en vrai, ça par contre, c'est chiant. J'ai presque envie de la mettre en. En fait, là en gros, on a un vrai problème. Parce qu'on a une carte qui, pour 4 mana, vous dit que vous expellez juste un G-Ruler. Donc vous dégagez un rouleur adverse pour 4 mana. Et le vôtre aussi par la même occasion. Je vais le mettre en S. Je le mets en S juste parce que ça signifie la fin d'une game quand ça tombe ça. Après c'est 4 mana, hein, c'est quand même beaucoup, mais ça fait vraiment peur. Pour la performance des clowns, donc on peut pas chase. On choisit un joueur, le joueur qui était le plus choisi ou qui est taille bannit toutes ses régalias et on deal 400 dégâts pour chaque régalia. Et alors ça c'est un tir A parce qu'avec des cartes comme actuellement les régalias par exemple, comment est-ce que ça s'appelle les régalias tank, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de cartes. Là ici du coup, donc cette
carte va gagner que l'on paye 2 de plus s'il y a plus que 3 joueurs. Donc pour 4 mana, soit vous copiez un sort, enfin pour s'il y a moins de 3 joueurs, pardon, soit vous copiez un sort, soit vous expédiez cette carte quand c'est résolu, quand c'est égalitaire, soit vous changez la cible. Ouais, bon là c'est vraiment, hop là, c'est rendé, on va pas trop réfléchir. En fait le problème c'est que l'adversaire va toujours faire en sorte que ça taille. Parce que quand c'est un champ, en vrai c'est l'adversaire qui choisit, puis vous. Et bah si c'est un sort, enfin littéralement, si vous voulez copier, donc vous voulez changer les targets, bah du coup l'adversaire va toujours choisir ce qui va l'intéresser le moins, en tout cas pour vous. Et 4 mana c'est énorme. On n'a jamais 4 mana open comme ça. C'est vrai que j'abuse peut-être un peu. Allez, violent A. C'est déjà très bien A. Alors Rejection aussi, on l'a déjà vu. Alors les nouveaux Intel du coup qui vous disent que donc si vous contrôlez un armement, il vous coûte que 1 sinon c'est 3. On peut pas target les Ryzen et les Intel, c'est normal. Et on target un feu utilisateur qui ne partage pas un nom avec cette carte. Cette carte, enfin si vous contrôlez une carte avec extra ou un hide, pardon, on trigger les effets du feu. Alors en fait on trigger Ryzen quoi. Allez, B parce que c'est vraiment en fait c'est pour Electra. Ce serait mentir que de dire que c'est pas un vrai support pour elle. Là pour l'instant du coup on passe en blanc, noir. Blanc on n'en a pas vu beaucoup. Alors la technique du double scellement. Qu'il faut payer 4 mana. Chaque joueur du coup met un résonateur sur le terrain, soit du cimetière, soit de la zone retirée. Soit on remove 3 cartes de sa main face down et on l'expelle quand c'est résolu. Hop, c'est un dé parce que il y aura un taille. Genre l'adversaire va toujours vouloir le taille. Genre c'est triste hein. Enfin l'adversaire, je veux dire, ce qui va être le moins intéressant. Et 4 mana c'est énorme encore une fois. En fait c'est vraiment le 4 mana qui m'empêche de me projeter en fait littéralement sur le sort. Contrairement, enfin là c'est vraiment 4 mana, on pète les rouleurs quoi. On sait que l'adversaire va péter le nôtre, on sait que nous on va péter le sien. Voilà, on sait où est-ce qu'on va. Pink Butterfly, ça avait l'air sympa je crois de mémoire. Donc soit on met des plus X sur tous les utilisateurs qu'on contrôle, si on choisit Fury, soit on va chercher un ninja. Ouais c'est pas fou. Hop, on va mettre en B parce qu'il faut jouer vraiment un peu ninja pour pouvoir en profiter. Vous allez me dire oui forcément c'était un peu sur la carte, mais oui mais quand même. Il y a des cartes qu'on peut jouer même sans avoir de ninja donc c'était intéressant de voir là-dessus. Fives and Cats, les milliers de chats qui n'aura pas Remnant. Et en gros pour 2 mana vous avez accès à un double, comment ça s'appelle, c'est Girl Selling Hat, sauf que vous piochez dessus malheureusement. Et vous n'avez pas le Remnant donc c'est un peu moins intéressant, mais c'est un Girl Selling Hat quand même. Donc on garde. Ça c'est non. Ah, quoique, il y avait le chat. Je sais plus si le chat c'est nouveau. Ouais, c'est quand même. Ça demande beaucoup de mana et ça demande de jouer vraiment que ninja, donc on va le mettre en C. Ah oui, c'est vrai que là on avait Gnome.
fameux gnome. Qu'est-ce qu'on avait comme carte? Donc là on arrive sur du blanc vert. Ça c'est la rune de Brunhilde. Alors gnome il vous dit quoi? Il vous dit qu'on peut avoir qu'une copie de toutes les pierres magiques qui ne sont pas des pierres magiques basiques. Ok. Vous payerez un de moins pour jouer des sorts du coup vent, enfin des sorts spirits vent qui coûtent 2 ou plus. Vous pouvez recover du coup un target spirit ruler ou un wind spirit resonator. Ok. On peut le faire une fois par tour et une fois et seulement durant le tour adverse. Pour 2 mana vous expellez une magic stone. Si vous le faites vous cherchez du coup une magic stone. Vous allez chercher pardon 2 pierres magiques basiques. Donc littéralement pour 2 en fait vous allez ramper 2. Et vous pouvez juger seulement si vous avez la Spirit Stone ici. Ce qui permet de Cold Stone. Ah bah juger en Quick Cast donc ça c'est un peu dommage sur ta capacité. Enfin, on peut juger en Quick Cast mais c'est un peu bizarre à le faire. Et on a du coup l'incarnation de la forêt qui permet donc lorsque vous produisez du mana avec des basiques de pouvoir faire un verre de plus. Si on fait du coup par contre vous devrez bannir votre pierre magique. Ça fonctionne qu'une fois. Donc ça veut dire que vous avez un plus 1 par tour. Vous donnez plus 5 au Spirit Vent. Et pour 1 vous pouvez recover du coup un Spirit G-Ruler, donc lui, ou un Spirit G-Resonator une fois par tour pour un verre. Et en vrai, bah ça par contre, ça c'est S hein, parce que c'est un deck de rampe de ouf. Et vu que c'est vert, bah en fait t'as tous les outils pour t'en sortir. Donc, je pense qu'on sera sûrement un deck gnome. Pour voir un petit peu comment est-ce que ça peut coller à la fin. Alors lui il dit quoi? Ah ouais bon allez hop. C'est ça le problème, là on paye 4 pour remove des entités, c'est non. L'anti-magie 0. Donc le problème c'est qu'elle va coûter 4. Et soit on absorbe, soit on dissout. C'est-à-dire qu'on retire tous les sorts et capacités de la chase. On retire tous les sorts et capacités de la chase et on produit 2. En vrai, c'est pas mauvais hein. Je la mets en B. Je la mets en B parce qu'en fait ça me rappelle Karlina. C'est vraiment la tempête de Karlina du coup celle-ci. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de. Enfin, il n'y aura jamais de taille là-dessus. C'est-à-dire que l'adversaire va choisir. Soit il choisira absorber, soit dissous. Mais dans tous les cas, il va perdre tous ses sorts. Et je pense qu'il va choisir dissous à chaque fois, de toute façon. Mais bon, cette carte est quand même un peu broken, un peu chiante à mettre en place, quand même, l'air de rien. Ça, c'est des nouvelles cartes, donc c'est bon, c'est pas gênant. Enfin, c'est des anciennes, pardon. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on le fera jamais plus. Alors. Là, du coup, on arrive sur un deck qui permet de donner jeu rapide à tous les résonateurs 12 chevaliers sacrés. Et pour 1, vous pouvez discard un 12 chevaliers sacrés et chercher un deuxième. En fait, à partir du moment où, pour moi, vous avez accès à Vacus, dans les 12 chevaliers sacrés, de façon permanente, c'est vraiment trop fort. Donc, rien que pour ça, rien qu'à cause de Vacus, je le mettrai en S. Je le mets en S parce que du coup c'est un rouleur qui en plus techniquement du coup bénéficie des choses ultra fortes. Comme du coup en touche et sacré en fait on a quelques-uns qui sont vraiment cool, qui permettent de dire non en fait à la draw. Littéralement il aura des outils qui
pourront lui permettre de se battre contre par exemple des flûtes ou des choses comme ça. Donc Aristella, gros big up à lui, je pense qu'il mérite ce tier S. Et en vrai on pourrait le voir en méta actuel, faudrait voir un petit peu s'il a le punch pour derrière avec le deck. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas vu encore la Dipsy. Quoique. Ah non, non, on l'avait pas encore vu. Donc soit c'est above, soit c'est below. Si c'est above, on pioche. Si on choisit below, chaque joueur du coup expelle les 4 cartes du dessus de leur deck. Et en fait, c'est vrai que ça j'adorais. C'est que pour un mana, vous dites non à une créature. Genre vous dites vraiment, elle fera pas de dégâts. Voilà, c'est tout. Et en plus, par contre, vous lui donnez un petit compteur en plus. Donc j'aime beaucoup cette carte, par contre. Vraiment, c'est... J'ai un petit coup de cœur dessus. Offrande à la lumière. En gros, pour un mana. Les deux joueurs ne pourront pas être target par des sorts de vent ou d'eau. Donc voilà, c'est juste ça. Donc vraiment, ça j'aime bien l'idée de dire non, du coup de pouvoir se protéger en fait tout simplement. Omnis, du coup lorsque l'un des joueurs gagne des points de vie, il gagne des points de vie. On s'en fout. Genre c'est vraiment, enfin ça c'est rancé parce que c'est, enfin ouais vraiment je le mets C. Parce que en fait on joue pas vraiment au gain de points de vie dans Force of Will, enfin, c'est plus vraiment la méta du tout. Surtout quand maintenant on a des victoires alternatives. The Tail du coup qui vous dit qu'elle a tous les types de Magic Stone du coup dessus. Quand elle est discard, si on contrôle un G-Roller, on peut la mettre directement épuisée et ça vous permet de ramper du mana. Je la mets en B parce que ça demande de jouer. En fait, tout chevalier sacré justement pour pouvoir en bénéficier, mais avec Aristella, c'est vraiment trop fort d'avoir cette carte. Dans les rouges blancs, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Normalement, on a déjà tout vu, à part en effet les cartes qui sont vraiment spécifiques à la couleur. Donc là, du coup, on a jour, nuit, ou 0, et en plus, dans tous les cas, on paye 4 mana pour le faire. Donc soit quand cette carte attaque, pardon, tous vos tirisateurs, du coup, quand ils attaquent, ils mettent 600 dégâts à un joueur, ou ils mettent X dégâts à tous les tirisateurs que vous ne contrôlez pas. En fait, le problème, c'est que ça coûte 4, quoi. Si ça coûtait pas 4, ce serait vraiment, vraiment puissant. Mais c'est normal, c'est fait pour, hein, parce que sinon c'est un peu broken. Parce que le vrai problème, c'est que, genre, vous imaginez, genre ça, vous jouez token, vous mettez 600 dégâts avec chaque attaque de votre token. L'adversaire, il s'en relève pas. Offric, on l'a déjà vu. Omnis, on l'a déjà mis. C'est ça, après, normalement, les cartes, on les a déjà vues. Last Believer, Tail, ouais, on est bon. Donc, pour moi, du coup, vraiment dans les cartes qui vont être quasiment tout le temps jouées, on peut retrouver du coup Frozen Cuts à la place de Girlstring Hat, même si techniquement Girlstring Hat va être préférable parce que du coup elle draw et en plus c'est un blanc et un incolore, là c'est deux blancs. Mais l'idée est pas mal, surtout si en plus de votre côté vous voulez faire perdre un peu quelques capacités à vos créatures. Cyclone contre en bleu, trop fort. Harlequin, trop fort comme je l'avais dit. Gnome, un vrai couleur qu'il faut faire attention. Mais il va jouer en basique, donc c'est intéressant du coup de jouer peut-être en mode vert. Et à rester là parce qu'il a accès à des cartes en fait trop fortes, trop técables. En fait, il a accès à tous les 12 chevaliers sacrés qui sont vraiment forts. En tir A, du coup, vous avez des cartes justement qui sont en fait suffisamment fortes pour être estimées, en tout cas dans une decklist. Et j'ai eu peur que je l'ai ouverte. Et en tir B, du coup, donc c'est des cartes qui sont soit du coup moyennes, soit des cartes qui sont técables, en fait, qui sont trop techées justement au niveau des cartes. Par exemple, Carmel, Gone, du coup, qui est compliqué
qui à mettre en place un petit peu là-dessus. Despona qui est magnifique, mais qui par contre demande absolument de jouer avec notre Ondine, sinon c'est injouable. Et après vraiment, pour moi ce sont des cartes qu'on ne verra absolument jamais. Et ça va dépendre des gens, mais ça peut arriver de les voir de temps en temps passer. C'est vrai qu'en vrai, j'ai mis Timeless ici. Ouais, mais c'est pas pareil. Là, ça les dégage, hein, c'est vraiment autre chose. Hein. Après, est-ce que c'est pas un peu trop haut quand même? Bon, j'avoue que celle-ci, j'ai peut-être un peu abusé. Mais bon, elle restera telle quelle. Donc, ce sera la tier list que je vous propose sur en tout cas, les nouvelles cartes d'ABC en Wanderer ou en Paradoxe, vu que les deux sont jouables. Et je vous mets le lien du coup en description si vous voulez y jeter un coup d'œil plus tard. Sur ce, du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les rouleurs.